Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Il y a certains d'entre vous qui ont croisé mon parcours. La plus ancienne étant Madame Bollac, qui m'a rappelé qu'elle me connaît depuis la maternelle. Alors, elle me connaît depuis la maternelle, moi, un peu plus tardivement, le temps de me souvenir. Mais je lui dois probablement, au moins en partie, le choix de ma carrière, le choix de la recherche, puisque après mes séances de judo avec le fils d'une de ses collègues, Gisèle Beck, nous traînions assez souvent dans son institut. Et peut-être que ça a contribué à me donner le goût de la recherche et lancer là-dessus. Donc, je vais vous proposer, effectivement, à l'issue de mon livre, de vous présenter un peu mes réflexions à ce sujet. Alors, vous allez voir que mon propos est assez ethnocentré. Je n'ai pas étendu mon champ de recherche, mon champ de réflexion au-delà de la sphère occidentale. Et j'ai appris récemment par un ancien ambassadeur basé longtemps au Pakistan que cette notion de quête des origines, de besoin de connaître ses origines, était peut-être moins prégnante dans ces sociétés orientales. Alors, comme il a été signalé, pour vous montrer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, je suis un ancien chef de service du laboratoire de fécondation in vitro au CMCO. Et je signale, vous comprendrez plus tard pourquoi, que je ne suis pas donneur de sperme dans cette activité. Alors, pourquoi est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet? D'abord par une rencontre avec le docteur Pauline Tiberghien, gynécologue de son état, pratiquant la fécondation in vitro, et qui s'avère être née sous X. Donc c'est un sujet pour elle qui est très sensible. À l'époque, elle recherchait sa mère biologique, ce qu'on appelle génitrice à l'heure actuelle, et qu'elle a trouvé tout récemment. Et alors, elle m'a sensibilisé, c'était il y a une quinzaine d'années, elle m'a sensibilisé à ce sujet de l'anonymat du don de sperme contre lequel elle luttait. À l'époque, je n'ai pas eu le temps, j'ai été sensibilisé au sujet, mais je n'ai pas eu le temps de m'y intéresser plus que ça. Et puis, il y a quelques années, en 2017, j'ai la chance de faire partie d'être un des membres actifs de la Société de médecine de la reproduction, la Société européenne de médecine de la reproduction. Et à ce titre, nous avons régulièrement des brainstorming, et en particulier sur le lien entre la reproduction et la génétique. Et à l'une de ces rencontres, c'est ce que j'adore, c'est ces discussions de couloir où ils finissent par germer des idées. Et donc, une discussion avec Joyce Harper, à une de nos pauses, elle m'a sensibilisé au fait que les tests ADN qui étaient disponibles à l'heure actuelle sur les sites internet, et je vais vous en parler plus longuement tout à l'heure, permettaient de retrouver l'identité du donneur de sperme. Et donc que cet anonymat était sérieusement à remettre en question. Rapidement, suite à cette conversation, j'ai publié une première tribune dans Le Monde en juillet 2017 pour avertir de ce problème, que l'anonymat du sperme, des donneurs de sperme était devenu obsolète. Alors j'ai eu un retour de la part de mes collègues. J'étais le premier professionnel de biologie de la reproduction à prendre position en faveur de l'accès aux origines sur l'identité des donneurs. J'ai eu le droit à une levée de bouclier, des réactions des fois assez violentes et d'incrédulité. Certains m'ont expliqué que non, ça ne serait pas possible, que les donneurs n'allaient pas faire des tests ADN. Il s'avère qu'ils n'ont pas besoin, je vous expliquerai ça tout à l'heure, de faire eux-mêmes des tests pour arriver à être identifiés. Et il s'avère pour l'anecdote que 6 mois après cette publication du Tribune dans le Monde, une première personne conçue par don de sperme retrouvait l'identité de son donneur via les tests ADN. Il s'agit de Arthur Kamelvesen. Certains d'entre vous ont peut-être entendu ce nom, ça a fait un tapage médiatique à l'époque. Et donc j'ai été rapidement contacté, suite à cette publication, par une association qui s'appelle PMA Anonyme, qui regroupe des gens conçus par don de sperme et des parents, mais aussi des donneurs, c'est intéressant.
Et donc tout ça m'a amené à réfléchir assez sérieusement au sujet. J'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs interviews et une des journalistes qui m'a interviewé m'a demandé « mais vous ne souhaitez pas publier un livre sur ce sujet ?» Voilà, j'étais pas... Et il s'avère qu'elle en a parlé aux éditions Erol qui m'ont contacté et en 2020, en octobre 2020, j'ai publié ce livre. Et donc, je vais vous raconter un peu, tirer de cette réflexion certains points, sans vous donner tous les détails évidemment qu'il y a dans ce livre. Sachez qu'il est écrit pour le grand public, hein. Il est en principe assez accessible. J'espère que... Voilà. Et donc, la première chose qui m'a interrogé, c'était de savoir, mais finalement, pourquoi cette quête des origines, ce besoin d'identité. Et je fais le constat comme d'autres, hein. Alors je ne suis ni philosophe ni anthropologue, mais je fais le constat comme d'autres qu'il est dans la nature humaine de s'interroger, sur son destin, sur le sens de son existence, et éventuellement sur ses origines. Et donc finalement, cette quête des origines, elle est assez inhérente à l'homme, à la nature humaine. Et alors elle peut se manifester sous plein de formes différentes, cette quête des origines, hein. Ça peut être un simple arbre généalogique relativement restreint ou plus étendu, mais ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut aller à l'origine de la vie, au Big Bang, à l'évolution humaine. Donc ça peut vraiment se manifester sous différentes formes. Et je trouve que ce qui souligne assez bien cet intérêt qu'a l'homme pour ses origines, c'est tous les travaux de paléontologie et de paléontologie liés à l'origine humaine qui souvent font la une des journaux. Dès qu'il y a un nouveau squelette humain qui est découvert, on en entend parler. Rappelez-vous de Lucie, découverte en 1974. Hein. On a tous Lucie encore en tête. Et puis plus récemment, des découvertes au Maroc qui remettent en question l'origine unique de l'espèce Homo sapiens dans l'Est africain, puisqu'il a été retrouvé des squelettes aujourd'hui attribués à l'espèce Homo sapiens, qui datent de plus de 230 000 ans au Maroc. Alors, cette quête des origines se traduit aussi par une manifestation au niveau artistique, hein. On retrouve ce thème de quête des origines partout, en littérature, en pictural, théâtral, littéraire. C'est un sujet qui est régulièrement abordé, c'est toujours des drames, et celui qu'on connaît tous dans ces drames, c'est Oedipe, et son histoire, que je ne vais pas détailler ici, hein, que évidemment vous connaissez tous, mais on peut s'interroger, est-ce que si Oedipe avait connu ses origines, est-ce qu'il aurait été l'auteur, involontairement bien entendu, et d'un parricide et d'un inceste? Est-ce qu'il aurait pu échapper à sa prophétie, l'oracle de Delphes? Est-ce qu'il aurait fui ses parents adoptifs pour malencontreusement avoir un accident de la route avec son père, son géniteur on dirait aujourd'hui, et l'assassiner à ce moment-là, en devenir le roi, épouser la veuve de son géniteur qui était sa génitrice et procréer avec elle. Alors, il est probable que la connaissance de ses origines lui aurait probablement évité ce fâcheux destin, mais en l'occurrence, nous n'aurions jamais entendu parler d'Oedipe. Dans le même ordre d'idées, il est inventé des mythes de ses origines qui vont de choses extrêmement basiques. Quand un enfant nous demande d'où je viens, on lui a inventé des mythes. Le chou pour le garçon, la rose pour la jeune fille, et vive l'Alsace, la cigogne qui va amener dans le foyer le bébé. Alors cette cigogne a un avantage, c'est qu'elle est moins genrée que le chou et la rose. Aujourd'hui, il est bon de faire des choses qui ne soient pas trop genrées. Alors, ces mythes, ils ont comme objet de débuter, de définir un commencement. Et pour définir ce commencement, l'espèce humaine s'est inventée
une mythologie, un univers, donc une cosmogonie et une anthropogonie, une invention, une création de l'espèce humaine. Alors, dans nos religions monothéistes, le mythe classique de l'origine, c'est évidemment Adam et Ève, que vous connaissez tous, mais à ce mythe se rajoute un mythe qui est un peu moins connu, qui est basé sur une tradition juive, qui est le mythe de Adam et Lilith. Et ce mythe, dont on entend assez peu parler en général, veut que Dieu aurait créé en même temps Adam et Lilith à partir de l'argile. Et c'est issu du chapitre 1 de la Genèse, où il est écrit que Dieu créa mâle et femelle. Et ce n'est seulement dans le chapitre 2 de la Genèse qu'on a un retour où c'est Adam qui est créé en premier et Ève qui est créée de ses côtes. Alors, Lilith, dans ce mythe de Lilith, Lilith ayant été créée de la même façon et en même temps que Adam, elle revendiqua une égalité de traitement. Adam s'y serait opposé. Lilith se tourne vers Dieu, se complaint de sa situation, qui n'est pas égale à celle de Adam. Et à partir de là, il y a deux versions. La première version, c'est Dieu exaspéré exclut Lilith du paradis. Dans la deuxième version, qui est plus favorable aux féministes et à un caractère de Lilith, et donc de ce fait repris par certains mouvements féministes, Lilith quitte de son plein gré le paradis pour aller vivre sa vie. Alors, dans mes recherches sur cette quête des origines, je suis tombé sur un livre qui m'a beaucoup marqué, écrit par Jean Bottero et Samuel Noah Kramer. Jean Bottero est un historien spécialisé dans l'histoire mésopotamienne. Et ceci, Lorsque les dieux faisaient l'homme, est un recueil exhaustif de tous les poèmes mésopotamiens se référant à la création de l'homme. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre. Et dans cette mythologie mésopotamienne, j'avais un détail que je ne veux pas vous oublier de vous dire. Ah oui, donc déjà dans cette mythologie, comme les dieux sont pluriels, la mythologie mésopotamienne ne peut pas se dispenser d'une théogonie. Il y a toute une création de ces dieux. Cette théogonie influencera ultérieurement la théogonie grecque et romaine. Alors en deux mots pour vous résumer cette théogonie, faute de temps, hein, finalement il s'agit d'un fatras de parties de jambes en l'air, d'inceste, de meurtres, de conspirations, telles qu'on peut les connaître et qui ont été mises en place ultérieurement dans la littérature et au cinéma. Cette mythologie mésopotamienne, qui a plus de 4000 ans, fait partie vraiment des tout premiers écrits. Il semblerait que les tout premiers écrits, c'était des écrits comptables. Ceux-là, on va les laisser de côté. Mais dans l'écrit romanesque ou poétique, ça fait vraiment partie des tout premiers écrits. Ils sont nombreux. Et on constate que les dieux créent l'homme et la femme en même temps, à partir d'argile. Alors, pour lui conférer un peu d'esprit à cet homme, il y rajoute du sang d'un dieu, du sang et de la chair d'un dieu. Et initialement, il crée 7 couples, donc 7 couples d'hommes et de femmes, à leur image, ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, et pour exploiter la terre, ce qu'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Alors, en l'occurrence, les hommes sont chargés d'exploiter la terre pour que les dieux puissent continuer à festoyer tranquillement. Alors, la proximité, il y a une très grande proximité entre l'Ancien Testament et ces mythes mésopotamiens. Et cette proximité s'explique par un fait historique. Les Juifs ont été exilés à Babylone, c'est l'exil de Babylone des Juifs, sous le règne du roi Nabuchodonosor II. Ils furent libérés plusieurs décennies plus tard par les Perses. Ils ont pu à ce moment-là rejoindre Jérusalem. Et on pense, les historiens, je ne fais pas partie, donc les historiens pensent que durant cette période, certains auraient assimilé les mythes mésopotamiens et qu'à leur retour à Jérusalem, au moment de la rédaction de l'Ancien Testament,
plutôt que de s'opposer à ces mythes et de prendre le risque d'avoir une partie de la population qui n'accepte pas une nouvelle version, ils se seraient influencés, se seraient inspirés des mythes mésopotamiens pour créer leur propre mythe des origines et l'écriture de l'Ancien Testament, en passant d'un système de dieux pluriel à un monothéisme que l'on connaît. Alors, quand vous parlez des origines humaines, forcément vous finissez par vous intéresser à la généalogie, qui est une activité qui est en plein boom à l'heure actuelle, en pleine expansion, et vous verrez pourquoi. Mais c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Dès la mythologie mésopotamienne, on a des arbres généalogiques qui sont faits. Généralement, ce sont des généalogies royales ou divines et qui permettent de légitimer son pouvoir ou sa situation dans la société. Et il en va ainsi de Jésus, qui a toute une généalogie qui est décrite dans l'Ancien Testament. Cette généalogie lui permet de montrer qu'il est issu de David et d'Abraham, et donc de prétendre être roi des Juifs. Alors, intentionnellement, je vous présente sa généalogie linéairement, comme ça, parce que la notion d'arbre généalogique est un peu plus ancienne, mais c'est aussi une inspiration biblique, d'après la prophétie d'Isaïe, où effectivement, c'est ce qu'on appelle l'arbre de Jésé. Il y a de multiples représentations de l'arbre de Jésé. Et cette prophétie d'Isaïe annonce qu'un rameau sortira de la souche de Jésé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Ce rejeton, c'est évidemment Jésus. Alors, cette généalogie va se développer vraiment à partir du 9e siècle et plus intensément plus ultérieurement. L'aristocratie va s'y intéresser, puis la noblesse, là aussi, pour justifier une position sociale, un pouvoir, éventuellement un pouvoir religieux. Et donc, elle n'a pas vocation initialement à l'exhaustivité, à l'exactitude scientifique, c'est vraiment une justification de sa position. À partir du XVIe siècle, elle va intéresser la noblesse fortunée des villes, dans le même état d'esprit, de justifier son positionnement dans la société. Et malheureusement, il y a eu une exposition aux archives de Strasbourg tout récemment sur la période nazie à Strasbourg. Cette généalogie a aussi servi au régime nazi pour permettre de démontrer son arianité. Je ne reviendrai pas là-dessus trop longuement. Cette généalogie s'est démocratisée fortement à la fin du 19e siècle, pendant au 20e siècle, milieu du 20e siècle, et considérablement maintenant au 21e siècle, et en particulier du fait de la numérisation des registres de mariage, de naissance, de décès, etc. Et ceci a été réalisé principalement par les Mormons, qui sont très attachés à la généalogie. On pourra en rediscuter ultérieurement. Et depuis peu, se rajoute à cette généalogie classique à partir des différents registres, la possibilité de faire des tests d'ADN. C'est disponible sur les réseaux du web, sur le net, et ces tests ADN vont vous permettre d'identifier des individus, des parentés que vous ne connaissiez pas, et donc de rajouter des branches à votre arbre généalogique. Alors, ça m'amène, puisque je parle de tests ADN, à en venir à ces tests ADN. Mais avant d'approfondir, je vais juste vous faire quelques rappels sur ce que c'est que cet ADN, quelle est sa fonction et pourquoi on peut les utiliser pour identifier des personnes. Donc, il s'agit, ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. C'est finalement le code source de l'information qui va permettre à une cellule de vivre, de croître. Et donc, nous devons tout à cet ADN au départ qui va être la source de l'information qui va nous permettre d'avoir un embryon, de voir se développer cet embryon, ce fœtus, cet enfant, cet adolescent, et de permettre la survie de nos cellules. Dans ce génome, dans cet ADN qu'on appelle génome, on décompte à peu près 25 000 gènes qui codent pour des protéines, et finalement ces protéines sont les acteurs fonctionnels de la cellule qui va
ce qui va permettre de mettre la cellule, le fonctionnement de cette cellule. Alors, on a eu, dans le Sciences du Vivant, notre projet Apollo, qui s'appelait le projet Human Genome Project, qu'on a appelé le projet HUGO. Ce projet HUGO a été développé dans la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000. Et il avait pour objectif de séquencer l'ensemble du génome, la totalité du génome humain. C'était un projet à 3 milliards de dollars, c'était considérable, c'était du jamais vu, et on aimerait le revoir dans les sciences du vivant, mais c'était du jamais vu, ça ne s'est pas répété. Et de ce fait, on l'a comparé au projet Apollo. Et pour souligner l'importance de ce projet, le succès du projet a été annoncé lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche le 14 avril 2003 par Bill Clinton lui-même. Et quand vous regardez la conférence de presse, il y met une très grande importance de ce projet. Comme le projet Apollo, ce projet HUGO a permis des progrès considérables dans le séquençage des génomes, dans le séquençage de l'ADN. Et on est passé en quelques années de la possibilité déjà de faire le séquençage du génome à un coût du génome d'1 million de dollars à aujourd'hui un coût du séquençage du génome d'un individu à 1 000 $. À 1 000 $ et avec un temps d'exécution, c'est un record, donc tous les moyens avaient été mis là-dedans, de moins de 24 heures. On fait jamais un génome de séquençage comme ça, mais pour vous donner l'image, le progrès qui a été fait, et tout ça est vraiment issu du projet HUGO. Alors le projet HUGO, en plus de plein de découvertes, et la génétique humaine, et Jean-Louis pourrait en témoigner, la génétique humaine dépend, l'activité de diagnostic de recherche en génétique humaine actuellement, et en génétique en manière générale, est extrêmement basée sur les méthodes de séquençage, qu'on appelle le séquençage à haut débit. Vous avez peut-être entendu aussi parler du séquençage de nouvelle génération, nous permet de fonctionner, il permet la découverte de nouveaux gènes impliqués dans les pathologies, mais aussi de développer des outils de diagnostic extrêmement puissants. Ce projet HUGO a aussi mis en évidence, et je vous en parle maintenant parce que ça va nous intéresser par la suite de nos propos, des polymorphismes au sein de ces génomes qui sont des variations distribuées tout au sein du génome et chacun d'entre nous porte 4 millions, à peu près 4 millions de variations. Donc nous avons des différences chacun d'entre nous de plus de 4 millions au sein de notre génome. Ceci forme une combinaison qui est unique à chacun d'entre nous, donc qui nous identifie, mais que nous avons hérité en partie de nos parents, pour moitié de notre père, pour moitié de notre mère. Et il s'avère que nos parents vont avoir hérité aussi de ces variations de leurs propres parents. Et donc ces variations non seulement nous identifient, mais nous mettent en relation avec nos parentés, nous permettent de nous mettre. Finalement, je le compare, j'ai bien conscience que c'est une notion un peu compliquée, mais je le compare à des codes barres où chacun d'entre nous, nous avons notre propre code barre. On va dire plus exactement, nous avons des milliers de codes barres qui sont des combinaisons de variations, comme je le dessine ici, et nous allons hériter d'une partie de code barre de notre père et de notre mère, qui va nous définir entièrement, mais qui met un lien avec nos parents. De même, nos parents, notre père, notre mère, ont hérité de parties de code barre. Et donc, plus on avance en génération, moins nous avons de code barre, d'accord ? Mais nous en avons toujours, ce qui nous permet, donc le code barre va nous permettre, et notre propre identité, et va nous mettre en relation avec des individus, ce qui va nous permettre de relier des personnes entre elles, et le niveau de partage de ces codes barres, de ces variations que vous avez, va vous permettre de donner la distance parentale que vous avez entre vous. On parle d'empreinte génétique, et vous allez mieux comprendre pourquoi on parle d'empreinte génétique. Je vais vous donner cette possibilité d'identifier les personnes, d'accord, est utilisée dans les enquêtes policières de plus en plus, et
en particulier, ça a permis de rouvrir des cas qui étaient irrésolus, des enquêtes qui étaient irrésolues, ce que les Américains, on a tous entendu parler de ça, ce que les Américains appellent les cold cases, d'accord? Et parce qu'un individu, tout à chacun ici, on laisse des traces d'ADN à peu près partout, et ces traces d'ADN vont permettre de nous identifier, comme pourraient nous identifier des empreintes digitales. D'où l'analogie et le terme d'empreinte génétique. Alors, avant de passer à vous expliquer pourquoi ces tests ADN peuvent permettre de retrouver des donneurs, j'aimerais vous donner un exemple qui illustre assez bien ce qu'on peut faire en enquête policière avec ces empreintes génétiques, qui est un cas italien. Et il y en a plein qui ont été décrits, mais je prends celui-là parce qu'il est très emblématique et qui va m'amener à la suite de mon propos. C'est une affaire qui date de 2010. La petite Luisa, dans le nord de l'Italie, a été assassinée. Elle a disparu. Son corps a été retrouvé quelques mois plus tard. Il a été possible, malgré la décomposition du corps et le peu de traces d'ADN qu'avait laissé l'assassin, de retrouver, de prélever des traces d'ADN, de réaliser un profil d'empreinte génétique, donc d'avoir un profil qui pouvait identifier la personne. À partir de là, il n'existait pas à ce moment-là en Italie de fichier d'ADN des criminels. Donc la police a fait une enquête policière. Ils ont commencé par faire des prélèvements. Le corps avait été trouvé dans un terrain vague, il y avait des chantiers autour, quelques habitations. Ils ont prélevé tous les hommes qui étaient là, parce que le profil génétique donnait déjà le sexe de la personne. Ils n'ont pas trouvé de suspect par ce biais-là. Ils sont allés à la boîte de nuit, un samedi soir, où il y a la plus grosse fréquentation. Ils ont prélevé toutes les personnes de sexe masculin. Et là, ils ont trouvé un individu qui était en apparenté, son profil génétique, ses empreintes génétiques montraient qu'il était en parenté avec l'assassin. Ils sont allés diagnostiquer, ils sont allés étudier, analyser les frères et le père de cette personne. Non, ils n'ont pas trouvé l'assassin à partir de ça. Et donc, ils ont fait une étude généalogique. Ils ont, à partir de là, étendu leur analyse aux oncles de cette personne. Il y en avait quand même 11. Et y compris un oncle qui était décédé depuis plusieurs années. Ils sont arrivés à avoir un prélèvement d'ADN à partir d'un timbre qui était collé sur une carte postale qu'il avait envoyée à sa femme plusieurs années précédemment. C'était à l'époque où on léchait, on s'en souvient tous, les timbres avant de les poser. C'est suffisant pour arriver à faire un profil génétique de quelqu'un. Et cette analyse génétique, donc c'était Giuseppe, je pense que j'en suis à la dia suivante, Giuseppe, son oncle décédé, cette analyse génétique a montré que Giuseppe était le père de l'assassin. Donc ils sont immédiatement allés analyser les deux fils. Il s'avère que ce n'étaient pas les deux fils, aucun des deux qui était l'assassin. Donc cette analyse génétique permet aussi de disculper des individus. Ils ont enquêté un peu plus longuement et M. Giuseppe était chauffeur de bus. Il s'avère que dans ses trajets en bus, il avait une maîtresse. Ils ont découvert cette maîtresse qui a évidemment démenti connaître ce Giuseppe. Ils ont analysé, elle avait 3 enfants, 3 garçons, de dire que les 3 garçons étaient de son mari, elle l'a annoncé, donc refusé. Ils ont fait l'analyse des 3 garçons. Il s'est avéré que parmi les 3 garçons, il y avait l'assassin. Donc l'enquête génétique a permis de découvrir qui était l'assassin et de montrer qu'aucun des 3 enfants était du mari de la maîtresse de Giuseppe. Donc, c'est une assez belle histoire qui illustre assez bien ce qui est possible finalement lors d'une enquête policière de faire, donc d'identifier l'assassin, ce qui est le premier objet de cette enquête, disculper des suspects, des fils légitimes de Giuseppe ne le sont pas, mettre en évidence un adultère et identifier, et on va discuter un peu plus longuement de ça, un géniteur et une génitrice. Mais
Avant de passer à la problématique du don de sperme, j'aimerais vous faire un petit historique du don de gamètes, donc spermatozoïdes, ovocytes, qui a commencé pour des raisons pratiques et d'accessibilité par le don de sperme. Mais d'abord vous faire un petit historique de ce don. Vous rappelez d'abord que la notion de fécondation est quelque chose de tout récent, ça date de la fin du 19e siècle. Avant cela, il y avait différentes théories. La théorie de la génération spontanée, que Pasteur, par ses expériences, a démoli, a démontré que c'était faux. À côté de ça, il y avait d'autres théories, ce qu'on appelle la théorie du préformisme, qui veut que selon l'école, et elle se disputait beaucoup, dans l'ovocyte ou dans le spermatozoïde, l'individu était préformé, il était existant, et que finalement, la matrice féminine représentait un terreau favorable au développement de cette animalcule, comme on l'appelait à l'époque. La fécondation a été mise en évidence par un professeur allemand, Oskar Erdwith, en 1876, avec des travaux sur l'oursin à l'époque. J'en viens à l'insémination. La première insémination, il y a une polémique entre les Français et les Anglais pour savoir qui était le premier à le faire. En France, c'est attribué au professeur Arnaud de Villeneuve, qui était médecin à Montpellier, et l'hôpital de CHU de Montpellier s'appelle le CHU Arnaud de Villeneuve, qui aurait fait les premières inséminations à l'aide de plumes d'oie. En Angleterre, c'est le roi Henri IV, un peu plus tardivement, qui revendique la première à avoir réalisé la première insémination. Alors, les premiers succès officiels d'insémination, qui étaient intracouple, hein, les spermatozoïdes du mari qui étaient utilisés, le premier succès officiel est à mettre au crédit du professeur John Hunter aux États-Unis, qui a réalisé avec succès chez l'homme ses premières inséminations en 1789. Et en France, c'est le docteur Michel Augustin Touré qui se vante des premiers succès en 1803 d'insémination donc intraconjugale. Le premier succès avec donneur est attribué au docteur Pancoast à Philadelphie. Il a réalisé une insémination avec donneur. La patiente était ignorante de ce qu'on lui faisait et il a utilisé des spermatozoïdes d'un de ses étudiants qui avait été choisi par la communauté des étudiantes qui entourait le docteur Pancoast pour son physique et son intelligence. On pourra rediscuter de ça si vous voulez, mais cette insémination avec donneur n'a pas été divulguée par le professeur Pancoast, mais après son décès, il y avait un certain tabou autour du sujet, après son décès, par le donneur lui-même. Il faudra attendre les années 70, 1970, pour que cette activité s'officialise par la création des premières banques de sperme. Mais alors, il faut savoir que jusqu'à les années 70 et même un peu plus, cette activité de don de sperme avec un donneur, déjà d'insémination avec le sperme du mari était considérée comme contre nature, donc condamnée par les autorités religieuses, politiques, voire par les académies de médecine. Et en particulier, alors jusqu'à 1945, il n'y a aucun article officiel, scientifique officiel, pour décrire cette activité. Il faut donc attendre 1945, un article publié dans le British Medical Journal par Mary Burton, Kenneth Walker et le mari de Mary Burton, Berthold Wissner, pour avoir une première description d'une activité d'insémination avec donneur. Ça a fait un tollé considérable.
de l'Église catholique, de l'Église anglicane, qui considérait que finalement c'était contre nature et ça s'assimilait à un adultère. Et vous verrez que je reviendrai sur Mary Barton et son mari Wisner ultérieurement. En France, il faudra attendre la détermination du professeur Georges David, qui, au début des années 70, s'est battu pour que cette activité soit officialisée. Un de ses motifs était que cette pratique était réalisée clandestinement dans des cabinets de gynécologues, ceci depuis le début des années 60. Alors, Georges David a mis en place le premier sécos, hein, et il a suivi les recommandations qui avaient été publiées par Mary Burton dans son article, qui veut qu'on ait affaire à des donneurs qui soient volontaires, anonymes, bénévoles, donc le don est gratuit, mais en plus ils se doivent d'être mariés et d'avoir des enfants. Comme à l'époque, on considérait, c'était tabou, c'était considéré comme un adultère, les couples étaient incités à garder le secret vis-à-vis de l'enfant, ne pas lui divulguer son mode de conception, mais aussi vis-à-vis du reste de la société. À l'heure actuelle, il y a 31 sécos répartis sur le territoire français. C'est une pratique qui est mondiale, qu'on trouve dans énormément de pays. Alors, certains pays, liés souvent à la religion, je pense aux pays musulmans, interdisent le don de sperme. Il semblerait que les femmes trouvent quand même moyen d'y avoir recours. Et je vais en venir maintenant à cet anonymat. Cet anonymat a été levé, ou au moins un accès aux origines, à l'identité du donneur, est possible dans plus d'une quinzaine de pays. Et la Suède a été le premier pays à changer sa loi pour que les personnes conçues par don puissent avoir accès à l'identité, à leur majorité, à l'identité du donneur. Et ceci en 1984. Je répète juste la date, hein, 1984. D'accord ? Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Alors, ces modifications de règlement sont advenues dans les années 1980 parce qu'il y a eu un changement de conception, de perception de l'activité de fécondation in vitro à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'émerge une notion de bien-être, de prendre en compte le bien-être des enfants qui vont être issus des activités de fécondation in vitro et d'assistance médicale à la procréation. Et à partir de là, les esprits commencent à changer et l'enfant devient finalement un protagoniste de cette activité de fécondation in vitro. Ce n'est plus uniquement le couple qui est pris en considération, mais éventuellement le bien-être de l'enfant à venir. Alors parmi les pays qui autorisent cet accès aux origines, hein, il y a la Suède qui a été un des tout premiers, le Pays-Bas qui est extrêmement dynamique là-dessus, le Royaume-Uni, la Suisse. Je ne vais pas tous vous les citer. Longtemps, on disait que c'était que des pays du nord de l'Europe à influence protestante. Il s'avère que le Portugal, l'Irlande, qui sont bien au contraire d'influence très catholique, ont aussi adopté des règles permettant à ces personnes conçues par un don de gamètes, principalement de sperme, c'est la majorité de l'activité, d'avoir accès à l'identité du donneur. Généralement, quand ils le demandent, et uniquement à partir de leur majorité. Alors, ces pratiques, et c'est important de le souligner, ces changements de réglementation n'ont pas bouleversé la pratique du don de gamètes, du don de spermatozoïdes. En particulier, il n'y a pas eu de perte de donneurs. Il y a des nouveaux profils de donneurs, je reviendrai là-dessus aussi, et de ce fait, les couples ont tendance à plus facilement divulguer le mode de conception à leurs enfants. Alors, en France, il y a eu une controverse, il y a toujours, je dirais, une controverse. D'un côté, nous avons des personnes qui sont conçues par don, qui l'ont appris,
Il faut savoir que bon nombre d'entre eux sont ignorants du mode de leur conception, du mode de conception qui leur a permis de vivre, d'être là, cherchent l'identité de leur donneur. Et de l'autre côté, il y a les sécos, la fédération des sécos, qui est violemment opposée à ce changement de loi. Donc finalement, la question sous-jacente à cette controverse, c'est faut-il autoriser l'accès aux origines aux personnes conçues par don et qui le souhaitent à partir de leur majorité. Alors, j'aimerais juste faire un préliminaire avant d'arriver aux arguments des sécos. Beaucoup de personnes qui s'opposent à cet accès aux origines vont parler systématiquement de levée de l'anonymat. Comme si on arrivait dans une situation où le donneur est connu du couple et le donneur connaît le couple. Ce n'est jamais ce qui est proposé. Il y a quelques pays qui autorisent les couples à venir avec leur propre donneur, ils sont relativement rares, mais ce qui est proposé ce qui est demandé par les personnes conçues par ça, ce n'est pas une levée de l'anonymat du donneur, mais c'est un accès à son identité à la majorité de la personne, et si celle-ci la demande. C'est complètement différent et il est important que l'anonymat du don perdure, au moins pendant les 18 premières années. C'est fondamental pour que le couple, la famille, l'histoire familiale, le roman familial puisse se construire avec une certaine sérénité et qu'on n'ait pas tous les jours l'impression que le donneur pourrait éventuellement venir sonner à la porte. Voilà. Donc il ne s'agit pas tant de lever l'anonymat que d'autoriser l'accès aux origines, à l'identité du donneur. Alors, je vais vous exposer maintenant l'ensemble des arguments qui étaient avancés par les sécos pour vous donner mon contrepoint, mon avis là-dessus. Donc la première chose qui est systématiquement avancée, c'est qu'on n'aura plus de donneur. Et ça, on sait que c'est faux maintenant, et l'exemple intéressant à citer, c'est l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui n'a pas vu de baisse du nombre de donneurs, et 10 ans après le changement de la loi, le nombre de donneurs, que ce soit des donneurs d'ovocytes ou de spermatozoïdes, avait augmenté. En Suède, ils ont observé pendant les 2 premières années une baisse de donneurs, puis ça a réaugmenté. Et ceci s'explique assez aisément, c'est que les donneurs qui venaient donner de façon anonyme et anonyme perpétuelle, une anonymité perpétuelle, se sont retirés. Il a fallu un certain temps pour recruter des nouveaux donneurs. Certains directeurs de sécos avançaient qu'il n'y avait pas d'études psychologiques sur l'effet de la levée de l'anonymat. Alors, qui était mieux placé que les sécos pour porter ce genre de projet et faire ce genre d'études psychologiques? Et à mon avis, est-ce que ce n'est pas l'inverse qu'il faudrait étudier? Est-ce qu'il ne faut pas étudier l'aspect psychologique sur l'effet de cet anonymat et en particulier sur les personnes qui sont conçues? Il a été avancé qu'il y avait très peu de demandes. Est-ce une raison pour refuser à ces personnes qui demandent l'identité du donneur? D'autant plus que c'est vraiment une activité très personnelle, c'est une liberté personnelle, une autonomie qui ne va pas nuire à ceux qui ne cherchent pas leur identité. Certains ont essayé de la fibre d'effrayer en disant « Ah oui, mais c'est une rupture de contrat avec les anciens donneurs », sous-entendu qu'il y aurait une rétroactivité de la loi et qu'il faudrait donner l'identité des anciens donneurs avant cette loi. Il n'en a jamais été question. En France, en tout cas, il n'en a jamais été question. Et vous verrez qu'un système est mis en place où, si le donneur est volontaire, éventuellement, son identité va pouvoir être divulguée. La Suisse et un État de l'Australie ont, eux, adopté des règles rétroactives où les anciens donneurs, l'accès à l'identité des anciens donneurs peut être divulgué. On a parlé de changement de profil de donneur. Est-ce que c'est surprenant? Vous passez d'un système d'anonymat absolu, perpétuel, à un système où le donneur sait que s'il donne, s'il y a des enfants, éventuellement cet enfant ou cette personne à l'âge adulte pourra retrouver son identité. Il n'est pas étonnant à ce moment-là que vous ayez un changement de profil. Et pour moi, on passe finalement d'une clandestinité un peu honteuse
à un système où on responsabilise beaucoup plus le donneur, qui devient un acteur de cette pratique du don. Il a été avancé qu'il ne fallait surtout pas faire ça parce que les couples ne dévoileraient plus le mode de conception et qu'il était important, il y a eu un changement de conception là aussi, qu'il était important que les couples disent la vérité, ne vivent pas avec un secret familial. Et là, les études qui sont réalisées, en particulier dans les pays nordiques, Suède, Finlande, ont montré qu'avec leur système de possibilité de lever l'anonymat, la vaste majorité des couples avaient au moins l'intention de divulguer ce mode de conception, alors que les études réalisées en France montrent que seuls 75% de ces couples avaient cette intention. Et à mon avis, il y a une logique à ça. Hein. Si vous êtes dans un système d'anonymat complet et que l'enfant apprend qu'il est conçu avec un donneur, il va poser deux questions très rapidement, c'est pourquoi et c'est qui. Et si à la réponse c'est qui, la seule possibilité que vous ayez, c'est de lui dire on ne sait pas et tu ne sauras jamais, ça ne va pas vraiment vous inciter à aller divulguer ce mode de conception. En revanche, si vous êtes dans un système où il va pouvoir accéder à son identité, vous pouvez annoncer à cet enfant qui va vous poser les mêmes questions. Et à la question « c'est qui ?», vous aurez la possibilité de lui dire « aujourd'hui, tu ne peux pas savoir, mais si à ta majorité, tu souhaites le savoir, tu auras la possibilité de savoir. » C'est quand même un peu plus confortable pour y répondre. Alors, on peut s'interroger des motivations des personnes qui ont été conçues par un don de gamètes. Je parle beaucoup de spermatozoïdes parce que le don de spermatozoïdes a été officialisé dans les années 70. Donc, on considère qu'en France, il y a entre 70 000 et 80 000 personnes qui ont été conçues par ces méthodes. Que le don d'ovocytes est beaucoup plus récent, il y a beaucoup moins de monde et beaucoup moins de monde adulte en particulier pour ça. Alors, ces motivations, je vous invite, si vous y êtes intéressé, à lire ce livre qui a été réalisé par l'association PMA Anonyme. Hein, je suis une d'entre elles. C'est un recueil de témoignages de personnes conçues par don, de parents de ces personnes, mais aussi de donneurs. C'est très sensible, c'est très beau, il y a des très très beaux témoignages. Et donc, on peut en retirer un certain nombre de motivations. Je rajoute à ça celle que j'ai pu détecter lors de discussions avec des membres de l'association PMA Anonyme. Donc c'est une quête identitaire. On cherche à savoir à qui on doit son existence. Certains vont exprimer un manque dans l'histoire personnelle. Ils trouvent qu'il leur manque un puzzle. Et de ce fait, j'assimile assez la généalogie finalement à un système de cartographie. On va chercher, via la généalogie, à définir son entourage, définir d'où on vient. Et donc, ça peut s'assimiler, je trouve, à une certaine cartographie. Et donc, cette pièce qui manque, c'est finalement cette carte, un bout de la carte qui manque. Ils souhaitent humaniser ce donneur. On leur a souvent présenté ce donneur comme une paillette de sperme congelé, ce qui vivent généralement assez mal, permettent de lui donner un visage. Certains expriment que c'est une forme d'exil intérieur, d'une errance, et qu'il leur manque un bout de mémoire, un bout d'histoire. Certaines souhaitent savoir quelle est leur hérédité, et pour certains qui sont adultes, mariés, qui vont avoir des enfants, ils s'interrogent sur ce qu'ils vont transmettre aussi à ces enfants. Qui il est simplement, hein, savoir ce qu'il fait, ce qu'il vit, voilà. Et puis, les antécédents médicaux reviennent régulièrement. On a, en expérience tous, hein, cette première consultation chez un médecin, aujourd'hui, systématiquement, et s'il ne le fait pas, interrogez-vous, mais systématiquement, le médecin va vous demander quels sont vos antécédents familiaux. Ces personnes ne connaissent que la moitié de leurs antécédents médicaux et ça peut évidemment poser un problème. Il n'est jamais revendiqué une recherche de père, c'est vraiment une recherche de géniteur, l'identité du géniteur qui est demandée. Alors, avant d'en venir au succès du don, je voulais juste vous rappeler que donc j'ai publié cette première tribune pour avertir en juillet 2017. Très rapidement, j'ai été contacté par l'association PMA Anonyme. En septembre, j'allais leur âger.
Et il s'avère que les premiers tests, et il le filmait, les premiers tests ADN étaient envoyés, les premiers prélèvements et les premiers tests étaient envoyés pendant cet AG. Et donc ça fait un peu moins de 5 ans que des tests ADN sont réalisés. Donc le premier, je vous l'ai mentionné, ayant trouvé membre de l'association PMA Anonyme, il était même le président à ce moment-là, a trouvé son donneur 6 mois, un peu moins de 6 mois après, c'est Arthur Kamal-Wezen. Ça a été extrêmement facile pour lui, hein. Il a envoyé son test, il a eu le résultat 3 semaines après, et après 3 semaines d'enquête, il a pu retrouver son donneur. L'association PMA Anonyme recense les personnes qui, au sein de son association, trouvent des donneurs ou trouvent des demi-frères et des demi-sœurs. Et au jour d'aujourd'hui, après à peine 5 ans, 83 membres de cette association ont retrouvé leurs donneurs, 350 ont retrouvé des demi-frères et des demi-sœurs, et parmi ces 350, 32 sont issus de donneurs de la même famille. C'est-à-dire que 32 sont issus d'un grand-père, d'un père et du fils. D'accord ? Et à partir de là, on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des scandales à venir ? Et pour avertir de ça, j'ai publié une tribune cette fois-ci dans Libération en avril 19, posant la question, est-ce qu'on ne va pas mettre le doigt sur des scandales ? Ça m'a valu un retour de bois vert de mes collègues de SECOS qui m'ont même menacé de me poursuivre en justice pour diffamation. Je ne donnais aucun nom, j'émettais des hypothèses. Ces hypothèses étaient basées sur une jurisprudence mondiale. À travers le monde, il y a plein de scandales qui ont éclaté. Le plus important est très certainement celui issu des activités de Marie Burton et Bertolt Wissner, dont je vous ai parlé précédemment. Le premier article décrivant l'insémination artificielle avec donneur, c'est eux. Il s'avère qu'ils ont ouvert la même année, 1945, une clinique spécialisée dans l'insémination artificielle avec donneur, la London Barton Clinic, et qui a fermé fin des années 60. Et durant cette période, ils ont inséminé 1500 femmes. Et il s'avère qu'en 2007, certains des enfants qui étaient issus de ce don ont fait des tests ADN. Et le fils de Marie Burton et Bertolt Wissner avait lui-même fait des tests. Et donc, ils ont réalisé qu'ils étaient demi-frères. Et que Wissner, le docteur Wissner, avait beaucoup donné. Au point qu'en 2012, la presse anglaise, alors les canards à grand débat, à grand scandale ont annoncé 1000, mais le chiffre qui est retenu, c'est que Wissner serait le père de 600 enfants. Alors que Marie Burton, dans leur article, précisait qu'il ne fallait surtout pas faire naître plus de 100 enfants à cause des risques de consanguinité. Si on considère les taux de réussite de l'insémination de spermatozoïdes, et sachant qu'il y a eu 1500 femmes, il est très probable que toutes les 1500 femmes aient été inséminées avec le sperme de M. Wissner. C'est généreux, oui. Et donc, dans ma tribune de Libération, je présentais les craintes que j'avais, basées, alors je vous présente ce scandale qui est le plus emblématique, mais il y en a plein d'autres que je pourrais vous décrire. J'émettais les différentes hypothèses de mes craintes. Et parmi ces craintes, je crains toujours qu'un donneur, qu'un directeur de SECOS soit identifié, qu'éventuellement, je vous ai dit que jusqu'en 1994, le don de sperme était pratiqué par des gynécologues au sein de leur cabinet, généralement avec une certaine clandestinité. Ça avait débuté, on considère que ça a débuté dans les années 60, où c'était extrêmement décrié par les autorités religieuses, politiques, mais aussi par l'Académie de médecine à l'époque. Et donc, je crains qu'un gynécologue soit identifié via ces tests ADN, alors qu'ils annonçaient toujours que c'était des donneurs anonymes, rémunérés par leurs soins, enfin par le soin indirectement du couple. Et je crains aussi, c'est un autre point, qu'on découvre ce qu'on appelle des serial donneurs ou des donneurs universels
qui sont des individus qui se considèrent généralement comme supérieurs et qui, par leurs gestes, c'est probablement ce qui justifiait aussi le don de Wissner, se doivent, comme ils ont un génome supérieur à la moyenne, se doivent de répandre au maximum ce génome. Et parmi ces donneurs, ces serial donneurs, des donneurs universels, je crains plusieurs choses. La première, c'est des donneurs qui seront allés voyager de sécos en sécos, et il n'y a pas d'interrelation, ça va être mis en place maintenant, mais d'interrelation entre les sécos. Donc c'est une façon d'être serial donneur. Je crains que l'on découvre que des gynécologues dans leur cabinet non seulement ont utilisé leurs spermatozoïdes pour inséminer leurs patientes, mais les fait de façon plus ou moins systématique, donc de façon sériale. Et ce qui serait le plus dramatique, c'est que l'on découvre qu'un directeur de sécos, retraité, décédé ou éventuellement encore en activité, soit lui-même non seulement un donneur, mais un serial donneur. Alors, je vous ai dit que cette tribune dans Libération m'a valu là aussi une levée de bois vert. Il s'avère que le lendemain de la publication de cette tribune, Libération publie un autre article pour dénoncer un serial donneur allemand, un gynécologue, directeur d'une clinique d'AMP, qui s'est avéré être un serial donneur. Alors, en France, où est-ce qu'on nous en sommes? Eh bien, malheureusement, mon avertissement s'est avéré justifié. Et on vient d'avoir un premier scandale qui a été avancé, mis en évidence ou publié le 21 décembre l'année dernière. Il s'avère que du fait du Covid, très probablement, ça était assez à bas bruit. Et au sein de l'association PMA Anonyme, 4 personnes ont identifié 3 gynécologues comme ayant inséminé leur mère avec leurs propres spermatozoïdes, alors qu'il a été présenté aux femmes, aux couples, qu'il s'agissait de donneurs anonymes. Généralement, il était avancé que c'était des étudiants en médecine. Et il s'avère que parmi ces 4 personnes, puisqu'il y a 3 gynécologues, il y a un gynécologue qui a donné à au moins 2 femmes. Est-ce que nous sommes au début d'une série? Je ne sais pas. Alors, j'aimerais m'attarder quand même brièvement sur ce cas. Pour moi, nous avons affaire là à un abus de confiance que je trouve d'une rare violence, et qui en plus arrive à un moment où on dénonce les violences faites aux femmes par les gynécologues, ou par certains gynécologues. On peut s'interroger sur qu'est-ce qui permet à un gynécologue de disposer du corps d'une femme comme ça et à inséminer son propre sperme, tout en laissant entendre, bien entendu, qu'il s'agit d'un donneur anonyme, généralement un étudiant. Et j'aimerais vous insister un petit peu, de vous demander d'imaginer la situation de ce couple qui a tout fait pour essayer d'avoir des enfants. Imaginez la situation dans laquelle il est quand on lui annonce que la seule solution, c'est le don de sperme, à une époque où c'est condamné, et c'est condamné par la société, c'est clandestin. Imaginez un peu la difficulté du couple à prendre cette décision, la période qui va passer d'incertitude, qui accompagne toute prise de décision un peu difficile. Imaginez la préméditation du gynécologue, qui au moment de la prise de rendez-vous pour cette insémination doit prévoir un acte, d'accord? Imaginez la joie du couple quand il apprend que madame est enceinte grâce au docteur. Imaginez la reconnaissance de ce couple vis-à-vis de ce médecin grâce à qui madame est enceinte, elle va avoir un enfant. Imaginez que cette femme va non seulement avoir une reconnaissance, mais une fidélité à ce gynécologue. Elle va aller le voir, ça va être son gynécologue peut-être à vie. Elle va peut-être même lui demander une deuxième insémination pour avoir un petit deuxième. Imaginez l'insistance du couple qui va vouloir, pour peu qu'il fasse de l'obstétrique, que ce gynécologue fasse l'accouchement, s'occupe de l'accouchement, éventuellement au cours de certaines visites, peut-être au moment de l'anniversaire, vont régulièrement venir présenter cet enfant
à ce couple, à ce gynécologue. Et puis, imaginez l'effet, la situation 30 ans après, 40 ans après, de l'annonce par cet enfant qui a été chéri, qui a découvert qui était le donneur et qui va l'annoncer à ses parents. Alors j'arrête là. Notons juste qu'il est fort probable que certains de ces scandales n'éclateront jamais parce que les personnes concernées vont vouloir préserver leur vie privée, ne vont pas souhaiter rendre ça public. Alors, ayant pris conscience d'abord de l'injustice qui était faite à ces personnes qui cherchaient leur origine et à qui on l'a refusée, et là-dessus le fait qu'avec les tests ADN, il n'était plus possible de maintenir cet état des choses, je me suis lancé auprès de l'association PMA Anonyme dans une action, et vu les réactions de mes collègues des SECOS, je devrais dire plutôt un combat, je me suis lancé pour essayer de faire modifier cette loi. Il s'avère que ça tombait très bien, la loi de bioéthique qui régit ce genre d'activité est révisée régulièrement, et les débats sur la révision de la loi de bioéthique s'ouvraient juste à ce moment-là. Alors, je vous dispenserai de l'historique de ces débats, hein. Ils furent nombreux, Jean-Louis peut en témoigner. Ce fut long, souvent plein d'incompréhension, de l'incompréhension de bonne foi, voire de mauvaise foi, d'incompétences notoires et généralement pleinement assumées. Mais ça a été aussi parsemé d'assez belles rencontres et pour finalement aboutir à un texte qui est relativement satisfaisant. Alors, je ne vais pas vous ennuyer à vous décrire tous les textes de loi, il n'y a rien de plus rébarbatif. Vous savez que cette loi autorise l'accès aux femmes en couple ou aux femmes célibataires aux techniques d'AMP et en particulièrement aux dons. Mais cette loi aussi est un grand changement pour la pratique du don de gamètes, puisqu'elle autorise, à partir de la majorité, les personnes à connaître l'identité, si elles le souhaitent, à connaître l'identité du donneur. Alors, il y a des choses qui ne changent pas, hein. Le don de gamètes reste gratuit, volontaire et anonyme, mais anonyme jusqu'à la majorité de la personne. Donc à partir de septembre de cette année, de septembre 2022, toute personne conçue par AMP avec un tiers donneur, c'est l'expression consacrée, à sa majorité pourra accéder à l'identité et aux données non identifiantes du donneur. Il va être, pour gérer ces demandes, il va être créé une commission ad hoc, une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur. Et donc, ces personnes pourront, il faut que je finisse là, ces personnes, si elles le souhaitent, contacteront cette commission qui aura accès à un registre national des donneurs qui sera géré par l'Agence de biomédecine et pourra communiquer l'identité du donneur. Alors, il est à noter que ça ne change rien en termes de filiation, d'accord ? La filiation, il n'y a pas de filiation avec le donneur, que la personne connaisse ou non son identité, c'est extrêmement important. Et ceci n'est pas un droit à la rencontre du donneur. C'est un droit à connaître son identité, et si vous voulez rencontrer, il faudra passer par la commission qui demandera le consentement au donneur. C'est la vie privée, ça peut être considéré comme une atteinte à la vie privée du donneur. Pour les personnes qui sont déjà conçues par ces dons, donc antérieurement à la loi, donc juste une précision, les nouveaux donneurs, et en principe à partir de septembre 22, mais je sais que les SECOS le font déjà maintenant, c'est normal, les donneurs vont consentir à ce que leur identité soit divulguée à la majorité de la personne qui a ainsi été conçue. Ils ne seront pas donneurs s'ils refusent ce consentement. Donc pour les personnes antérieures, il va y avoir 3 possibilités. S'ils souhaitent connaître l'identité du donneur, ils vont s'adresser à cette commission ad hoc qui, elle, va essayer de retrouver l'identité du donneur, ce qui risque d'être délicat, va lui demander éventuellement s'il consent à ce que son identité soit divulguée à la personne. Mais donc ça, c'est la première possibilité, il accepte. La deuxième possibilité, il refuse. Et à ce moment-là,
en principe, la personne conçue par son don ne pourra pas connaître l'identité. Ceci dit, la troisième possibilité, qui est utilisée encore aujourd'hui, restera les tests génétiques et essayer de retrouver par les tests génétiques. Et plus on avance dans le temps, plus cette recherche de personnes, d'identité de personnes de don elle va être facile parce cette recherche dépend du nombre de personnes qui font des tests et de la taille des banques qui proposent cette activité. Et donc elle va évidemment en grandissant ces banques. Alors, juste un petit point rapide, parce qu'on pourrait vous faire, et Jean-Louis serait très bien placé pour le faire, je vous invite éventuellement, où nous mènent ces tests génétiques en manière générale. Hein. Là, on a vu l'aspect plutôt ludique et de choses qui sont proposées sur le web, d'identification ou de vos origines ethniques aussi. Vous pouvez vous contenter uniquement de ça. Et ça permet de retrouver des membres de votre famille. Alors, aux États-Unis en particulier, c'est aussi proposé pour faire des tests de médecine prédictive où on va vous calculer vos risques de développer telle ou telle pathologie en fonction de vos résultats génétiques. Ceci est à l'heure actuelle interdit en France. Et c'est donc ce qu'on appelle la médecine prédictive et ça va s'adresser principalement à ce qu'on appelle des gènes actionnables, c'est-à-dire qu'une action peut être mise en place si vous avez une mutation dans un de ces gènes pour éventuellement améliorer votre espérance de vie ou améliorer vos conditions de vie. Il y a un combat, entre autres, mené par Jean-Louis Mandel en France pour essayer de faire accepter ces pratiques. Ces tests génétiques sont utilisés dans toutes les disciplines médicales. Il n'y en a plus une qui y échappe, et en particulier en cancérologie, où ça peut être le résultat de l'analyse génétique peut orienter le type de traitement et éventuellement donner un pronostic. Il est proposé aussi aux États-Unis, et c'est très discuté en Europe, des tests qu'on appelle préconceptionnels, c'est-à-dire que ce sont des tests qui sont proposés à des couples qui envisagent d'avoir des enfants, pour établir éventuellement un risque de transmission d'une pathologie d'une particulière gravité. Là aussi, c'est quelque chose qui est pour le moment interdit en France. Là aussi, c'est un combat que mène Jean-Louis. Il pourra éventuellement nous en parler. Les assureurs seraient très friands de ce genre de tests. C'est autorisé dans certains États des États-Unis pour évaluer des facteurs de risque et donc adapter la prime d'assurance que vous payez en fonction de ces risques. Strictement interdit encore à l'heure actuelle en France. J'ai laissé trois petits points parce que c'est vaste, ça concerne la médecine, mais ça concerne aussi la biodiversité, l'agriculture et d'autres domaines vastes dont on n'a pas le temps de parler ici. Et donc, je vais conclure mon propos. Hein. Finalement, cette loi, cette modification de loi de bioéthique et donner l'accès aux origines à ces personnes conçues par don, j'en espère un changement de perception de cette activité de PMA. On est dans un système assez nucléaire encore de perception de la famille, un père, une mère, des enfants, un foyer. Il s'avère que la société évolue, ça reste prédominant ce modèle, mais il existe à côté de ça des modèles beaucoup plus éclatés. Et malheureusement, l'activité de PMA reste encore considérée comme une transgression de la loi des lois de la nature. Et je pense qu'il est temps, et j'espère que cette évolution y contribuera à percevoir l'AMP d'une façon différente, un mode quasi normal de faire des enfants, de concevoir des enfants. Et que du fait de donner un nouveau rôle à ce donneur, à le responsabiliser, ça va permettre d'éloigner cette notion d'adultère qui existe encore aujourd'hui, qui s'atténue petit à petit, mais qui est toujours ça. Donc, je vous l'ai déjà dit, hein, je pense que ce changement de loi va permettre une conception différente de la part du donneur. Il est plus masqué, il n'avance plus, alors aujourd'hui, masqué au sens du bandit qui est anonyme et qui se cache pour faire son activité. Et donc je pense qu'il y a vraiment une responsabilisation de son acte et ça a tendance à l'humaniser.
J'espère aussi que ça va faire évoluer les mentalités sur les notions de filiation, d'accord, où ça va mieux faire accepter ces notions de ce qu'on appelle de filiation génétique et de filiation génétique ou biologique versus une filiation sociale. Finalement, ce qu'on pourrait appeler une hérédité génétique versus une hérédité sociale. J'ai un point que je ne voulais pas rater. Oui, je pense aussi que ça peut faire un changement dans la perception qu'ont les couples eux-mêmes de l'activité de don de gamètes, où à l'heure actuelle, c'est le don de gamètes, le don de spermatozoïdes est fait à madame et par l'intermédiaire du médecin. Et donc, c'est finalement, on arrive à un stade où c'est finalement le médecin qui finit par être le donneur de sperme. Or non, le médecin, il est fondamental dans son activité, mais il est remplaçable. C'est le donneur qui est à l'origine de ce don et qui permet l'avènement de la naissance d'un nouvel enfant. Et donc j'espère qu'en responsabilisant plus, en lui donnant une nouvelle fonction à ce donneur, on va arriver à ça. J'aimerais aussi, dans le même ordre d'idée, que finalement ce don soit fait au couple, voire soit fait à la personne qui est déficiente en gamètes. Que par exemple, on présente la chose comme si le don de sperme était fait à monsieur et que c'est monsieur qui décidait de ce qu'il en était fait. Ça a un avantage, d'abord ça implique plus le couple qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Ça a un autre avantage, c'est qu'au moment où vous voulez annoncer, surtout si vous l'annoncez tôt, ce qu'il faut faire, au moment où vous annoncez le mode de conception à votre enfant, ça vous permet d'avoir un discours qui est là aussi plus englobant et qui va éloigner la partie médicale de ce don et de pouvoir dire « Papa n'avait pas de petites graines. Nous avons fait appel, un gentil monsieur lui a donné une petite graine, ce qui lui a permis d'aider maman à être enceinte. » Donc ça implique un peu plus le monsieur qui se sortira un peu moins à l'écart et éventuellement permettra d'éloigner aussi cette notion d'adultère. Et j'en termine là. Donc finalement, la question éthique sous-jacente aux propos que j'ai eus aujourd'hui n'est pas tellement de savoir s'il faut lever l'anonymat, mais bien au contraire, s'il faut maintenir, est-ce qu'il est éthique de maintenir cet anonymat perpétuel? Est-ce qu'il est justifié finalement d'interdire à certains membres de notre population, de nos concitoyens, d'avoir accès à leur origine? Je vous remercie pour votre attention.